Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Studebaker Avanti de 1963. Les amis, aujourd'hui un test clairement exceptionnel. Je teste une voiture d'une marque que vous ne connaissez peut-être même pas. Personnellement, j'ai découvert cette voiture il y a très peu de temps et je suis ravi que son propriétaire me laisse la tester aujourd'hui. Donc tout d'abord, expliquons un peu qu'est-ce que c'est cette marque Studebaker. C'est une marque américaine qui n'existe plus maintenant depuis assez longtemps et finalement cette Avanti, c'était une des dernières machines de cette marque. Ça a fait faillite assez peu de temps après la sortie de ce modèle. C'était, il faut l'avouer, un modèle qui était là normalement pour sauver la marque. Malheureusement, elle n'a pas réussi à ce niveau. Donc comme je vous le disais, Studebaker était pas loin de la faillite. Et en fait, ils ont fait appel à un designer français pour designer cette voiture qui devait sauver la marque. C'est un designer français qui d'ailleurs, de ce que j'ai compris, vivait pas très loin de où je me trouve actuellement. Et on se retrouve avec ce modèle absolument sublime. Je suis tombé instantanément amoureux de ce modèle lorsque je l'ai découvert il y a quelques semaines. Donc c'est clair que maintenant cette voiture peut sembler avoir un historique assez bizarre parce que donc c'est une voiture américaine construite aux États-Unis avec un nom italien, Avanti, qui veut dire en avant, et designé par un Français. Bon après c'est un Français qui a été naturalisé américain durant sa vie, mais ça reste un Français à la base. Et au niveau du style, je ne saurais même pas comment décrire réellement ce modèle. Elle est absolument sublime. Je sais que c'est un véhicule qui est très clivant. Certains la trouvent hideuse. J'ai vraiment du mal à la comprendre, mais personnellement, moi je la trouve sublime dans tous ses aspects. On a cette face avant avec les gros phares ronds, phares qui sont d'ailleurs eux-mêmes derrière une plaque en verre. On a deux aspects, deux couches de verre avant réellement de tomber sur l'ampoule. Je trouve ça magnifique. Et quand on regarde cette face avant, on a l'impression qu'il n'y a pas de calandre, car celle-ci est dissimulée sur la partie basse. On a aussi quelques aérations en haut du capot. Et bien sûr, vu qu'il s'agit d'un véhicule américain des années 60, c'est motorisé par un gros V8. Un V8 aujourd'hui atmosphérique, alimenté par un carburateur Edelbrock. Et celui-ci développe 240 chevaux. Mais il faut savoir que la voiture que je teste aujourd'hui, normalement, était équipée d'un compresseur. Ce qui a augmenté la puissance à 290 chevaux. Mais un des précédents propriétaires a retiré ce compresseur et le propriétaire actuel m'expliquait qu'il ne le remettrait pas car c'est clairement une des potentialités de panne sur ce véhicule et globalement entre 240 et 290 chevaux sur un véhicule de ce genre, de toute façon ça n'avait que peu d'intérêt de chercher la puissance à tout prix. Donc on est revenu sur un moteur Atmo 4,7 litres V8 240 chevaux, ça devrait être largement suffisant pour déplacer cette machine. Comme je le disais précédemment, cette voiture devait sauver la marque Studebaker. Malheureusement, ça a été un échec. Il n'y a eu que un peu moins de 5000 véhicules produits dans cette gamme Avanti avant que la marque coule. Et par la suite, des repreneurs ont repris le droit sur le nom Avanti. Ils ont racheté aussi les lignes de production et en fait cette voiture, bien que conçue et distribuée à partir du début des années 60, a vu sa carrière se terminer uniquement en 99. Et il y a eu plusieurs repreneurs successifs qui étaient comme moi amoureux de cette voiture et qui ont voulu absolument lui donner une pérennité dans le temps. Finalement, une production d'Avanti a continué jusqu'en 2007, mais après 99, on voit bien qu'elles n'ont plus rien de commun avec le modèle original, ni au niveau technique, ni même esthétique. Enfin, je vais pas vous faire un cours d'histoire, voilà globalement ce que j'ai retenu de l'histoire de cette Avanti. Et je reviens maintenant sur son design que je trouve
absolument sublime. À savoir que la voiture aujourd'hui que vous voyez a été repeinte, mais elle n'a pas réellement subi une restauration intégrale. On a juste la peinture qui a été refaite, on a l'intérieur aussi qui a été un peu restauré. Vous voyez qu'aujourd'hui on est sur une finition quasi intégralement noire, alors que d'origine, normalement tout devrait être blanc-beige comme le volant. Au niveau de l'extérieur, sur l'esthétique, on a vraiment des prouesses de design. Par exemple, vous pouvez voir que le capot a une espèce de petite bosse qui court sur toute sa longueur, et cette bosse est directement dans le prolongement de la console centrale qui elle aussi a cette bosse. Je trouve ça magnifique. On a aussi énormément de chrome sur ce modèle. Tout l'accastillage à l'extérieur, à l'intérieur, tout est chromé. Tout est encore en parfait état. Franchement, c'est magnifique. Et dès les premiers tours de roue, on retrouve ce bon gros V8 à l'américaine avec une bonne sonorité, alors qu'on est avec l'échappement d'origine. Là, je sors un peu de l'agglomération. On va pouvoir profiter des sonorités, des vocalises de ce V8. Là, j'accélère un petit peu. Je suis très bas dans les tours, hein, je suis à peine à 2000 tours. Et pourtant, on entend déjà un bon ronronnement. Franchement, j'adore. On est sur une grosse américaine avec une boîte mécanique à 4 rapports. Et c'est pour moi la première fois que je conduis donc une américaine ancienne avec une boîte méca. On retrouve aussi le comportement habituel des gros V8, hein. Gros cylindrée, mais ça prend très peu de tours. C'est un moteur qui se conduit plutôt sur le couple. C'est efficace, ça marche plutôt bien. Là vous voyez, si je mets pied à fond sur l'accélérateur, franchement, ça reprend bien. Il y a quelques vibrations, on entend bien le V8. Les performances sont tout à fait honorables, même à l'heure actuelle. Par contre, ce qui trahit clairement ses origines américaines, c'est la suspension. Même sur une route comme ici, en bon état, ça fait un petit peu le bateau, hein. Les suspensions sont très très molles. On sent vraiment que c'est un véhicule américain là-dessus. On n'est pas du tout au standard européen. J'ai profité d'être sur une route un peu déserte pour tester le freinage. Je freine un peu fort. Alors c'est assez mou, mais ça reste efficace, ça fonctionne bien. La voiture change pas de trajectoire. À savoir que c'est une des premières voitures à avoir été équipée d'origine de freins à disque. Sur ce modèle, vous ne pouvez pas voir les disques parce qu'ils sont dissimulés derrière les jantes. Mais vous avez bien frein à disque à l'avant et tambour à l'arrière. Dans ce rond-point, une fois de plus, ça tangue un peu. Et les sièges, même s'ils sont très confortables, n'ont absolument aucun maintien latéral. Il n'y a même pas d'appui-tête. Allez, ici, je réaccélère un peu fort. La boîte de vitesse fonctionne assez bien. On se retrouve assez rapidement à 90-100. Bon, aujourd'hui, on est sur une voiture très ancienne. En plus, je ne suis pas sur mes routes habituelles, donc c'est assez peu probable que je trouve un endroit adapté pour faire un test d'accélération. De toute façon, c'est pas le but. Cette voiture, à l'époque, était très performante. Elle a même, à l'époque, dans sa finition avec le compresseur, plusieurs records de vitesse sur le lac Salé de Bonneville, je crois. À l'époque, c'était vraiment un véhicule performant. Maintenant, on est sur un véhicule qui a plus de 50 ans. On va la laisser tranquillement dans son état quasi parfait, il faut l'avouer. On va pas trop la brusquer. Je vous ai déjà dit à maintes reprises que j'étais absolument amoureux du design extérieur de cette voiture. Et en fait, je suis aussi amoureux du design intérieur. Bien qu'on n'ait plus la finition blanche d'origine, tout est en parfait état et tout est vraiment encore, je vais dire, au standard de qualité actuel. La planche de bord est moussée. On a des moquettes de bonne qualité. Le compteur de Vent-Bois est juste sublime. On a plein de cadrans à aiguilles analogiques, bien sûr, cerclés de chrome.
vous avez une horloge, vous avez la température du liquide de refroidissement, vous avez un ampèremètre pour la batterie, vous avez aussi bien sûr votre vitesse en miles, le compte-tours, la réserve de carburant, la pression d'huile. Enfin globalement c'est très complet, tout fonctionne encore bien et j'adore vraiment ce style. La console centrale, elle, est une fois de plus très classe. On a un autoradio siglé Avanti. En dessous, tout ce qui gère les aérations, c'est les petites tirettes chromées. C'est vraiment super beau. Et tout ce qui gère l'éclairage est remis au plafond. Ce qui fait que derrière le volant, vous n'avez que les clignotants. C'est complètement épuré, j'adore. Le volant, lui aussi, est juste parfait. Il n'est pas trop épais, on le prend bien en main, il est très large. Il y a une direction assistée, bien sûr. Et donc, on peut manœuvrer ce véhicule sans difficulté. On est vraiment bien. Après, ce qui trahit une fois de plus l'âge de la voiture, c'est le manque de réglage de la position de conduite. Vous ne pouvez pas régler le volant ni en hauteur ni en profondeur. Et le siège, lui, n'est réglable que en éloignement par rapport aux pédales. Il n'y a pas de réglage en hauteur, il n'y a pas d'inclinaison du siège. C'est vraiment la base. Et d'ailleurs, je pense que quelqu'un de plus petit que moi pourrait avoir des difficultés à trouver une position agréable pour conduire facilement cette voiture. Au final, même si on a aujourd'hui une finition noire, même sur le ciel de toit, on a quand même une assez bonne luminosité. Les montants sont très fins. On a des espaces vitrés assez grands. Il y a des petites custodes, vous le voyez, sur les côtés, et les custodes s'ouvrent. On a les vitres, elles sont pas électriques, elles sont manuelles avec une petite poignée chromée. À l'arrière, on a des custodes qui s'ouvrent également. Et la vitre arrière est bombée. Elle est magnifique. Et ce qui trahit aussi une fois de plus l'âge de la voiture, il n'y a pas de dégivrage de la vitre arrière. Bon, à l'époque, clairement, Studebaker avec cette Avanti voulait sortir un véhicule performant et luxueux. Et je vous le redis, même au standard actuel, au niveau luxe, on est vraiment bien. La finition est impeccable. Même à l'arrière, c'est vraiment bon. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de tester l'accessibilité des places arrière. Je vous montre ça dès maintenant. Donc les amis, vous pouvez voir que l'accessibilité aux places arrière n'est vraiment pas un problème dans cette voiture. Ce qui surprend par contre, comme sur pas mal de voitures de cette époque, c'est la hauteur du plancher. Parce qu'en fait, on a assez peu d'espace entre la banquette arrière et le sol. Ce qui fait qu'on se retrouve avec les jambes assez repliées et les genoux très hauts. Et c'est le seul problème parce qu'en fait la banquette est très confortable. On a de l'espace, on a si nécessaire la possibilité d'entrebâiller la vitre derrière. On a même une petite lumière, on a un crochet si on veut mettre quelque chose, on a un cendrier pour nous. Franchement, on est très bien à l'arrière. Faut juste s'habituer à cette position avec les jambes très hautes. Et même au niveau de la garde au toit, vous voyez que moi qui mesure 1m70, j'arrive à me loger ici sans problème. Il me reste facilement 5 à 10 cm avant de toucher le plafond. Franchement, on est bien. Petit détail aussi, lorsqu'on est à l'arrière, vous pouvez accéder au coffre via une petite trappe qui est juste ici. Cette voiture n'est pas non plus exempte d'aspects pratiques. On a un coffre plutôt logeable. Il est relativement profond. À l'intérieur, on a une boîte à gants aussi assez standard au niveau du volume. Et dans celle-ci, vous avez un petit compartiment avec un grand miroir. Franchement, je trouve ça très joli. Une fois de plus, ce petit côté luxe. Et le dernier rangement est au milieu de la console centrale. Forcément, vu qu'on a une grande console centrale comme ça, vous n'avez pas d'emplacement pour le frein à main. Le frein à main est directement en dessous du tableau de bord. Pour revenir une énième fois sur le design, les feux arrière sont eux aussi magnifiques. Ils sont tout petits et vous voyez que les clignotants éclairent rouge, comme sur pas mal de véhicules américains. Franchement, je trouve que la signature lumineuse de cette voiture à l'arrière est juste sublime. Allez, j'accélère un peu fort.
Finalement, la sensation de vitesse est assez déconcertante avec cette voiture parce que, comme je vous l'ai dit, les suspensions gomment quasiment tous les défauts. On n'a pas vraiment un bon toucher de route, il faut l'avouer, comme sur toutes les américaines de cette époque. Et en plus, vu que le moteur tourne à très bas régime, on n'a pas l'impression de rouler vite. Alors que quand je regarde le compteur, finalement, je roule à la même vitesse que tout le monde. Bon, je pense que vous en doutez, mais une machine de ce genre des années 60 avec un gros V8 américain alimenté par carburateur, ça consomme pas mal de carburant. Le propriétaire me disait que le minimum qu'on peut espérer avec cette voiture, c'est dans les 15 litres au 100, mais que en moyenne, c'était plutôt entre 17 et 20 litres au 100, et qu'on pouvait même monter bien au-delà si on est un peu, on va dire, violent avec l'accélérateur. Ce que j'aime vraiment avec cette voiture, c'est son design, bien sûr, mais aussi elle n'a pas un gabarit gigantesque comme on pouvait l'avoir aux États-Unis sur pas mal de voitures de cette époque. Là, on est sur une voiture d'un gabarit plutôt contenu, et franchement, là, je suis en ville, dans un petit village, et franchement, ça se manœuvre sans aucun problème. En plus, ce moteur a forcément beaucoup de couple. Et à bas régime, il n'y a aucun problème, ça se manœuvre tout seul. Comme je vous l'ai dit, la prise d'info est assez aisée parce qu'on a de grands espaces vitrés. Sur ce modèle, vous voyez qu'il y a deux tout petits rétros chromés. On voit aussi très bien dedans, comme quoi, quand c'est bien dessiné, on n'a pas besoin de mettre une surface de miroir énorme pour avoir les infos. Cette voiture, je le rappelle, a été vendue à assez peu d'exemplaires et le marché principal pour ce modèle, c'était clairement les États-Unis, sa patrie d'origine. Actuellement, en France, il semblerait qu'il n'y ait qu'une vingtaine ou une trentaine de ces Avanti en circulation. Un modèle en bon état se négocie environ 40-45 000 euros. Les modèles des années 60, qui sont les plus recherchés, les plus authentiques, sont les plus chers. Et clairement, on en trouve très peu en France en vente. Par contre, ce qui est génial, c'est que cette voiture, vu qu'elle a eu, comme je vous l'ai dit, une carrière assez longue, lorsqu'on a besoin de pièces, eh bien, on trouve encore des fabricants aux États-Unis qui distribuent de quoi remettre en état cette voiture. Vraiment, quand on s'attarde sur le design de cette voiture, on sent vraiment que tout a été pensé dans les moindres détails. Si vous regardez par exemple, vous avez un petit renfoncement au-dessus des portes qui augmente en fait visuellement la hauteur des portes. Je trouve ça magnifique une fois de plus. Vous avez les ailes arrière également qui remontent un petit peu. C'est complètement hallucinant ce design par rapport à ce qu'on a actuellement. Toutes les voitures sont consensuelles et se ressemblent toutes. À l'époque, il y avait vraiment du design. Dernier point de design que je trouve hallucinant, regardez la forme du pare-choc avant. C'est juste improbable. Et cette voiture, je la trouve juste sublime. Je le redis, c'est mon coup de cœur. J'ai rarement autant instantanément adoré un véhicule. Donc clairement, si je dois résumer cette Avanti à l'heure actuelle, c'est maintenant devenu... au-delà du véhicule un peu performant que ça voulait être à l'époque, c'est devenu maintenant vraiment un représentant du design de cette époque. Pour moi, c'est une œuvre d'art et c'est pas un véhicule qu'on va acheter pour les prétentions sport qu'elle pouvait avoir à l'époque. C'est un véhicule maintenant qu'on achète pour son design, aussi bien extérieur qu'intérieur, et aussi parce que c'est confortable, encore luxueux à l'heure actuelle. Et je pense vraiment que ceux qui se portent acquéreurs de ce genre de machine, c'est purement parce qu'ils aiment cette machine, ils aiment son look. Ça peut sembler idiot, mais cette voiture est tellement belle qu'on se sent un peu plus beau lorsqu'on la conduit.
Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette Studebaker Avanti de 1963. Si vous avez des questions concernant ce modèle, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous avez possédé cette machine ou si vous la possédez encore, n'hésitez pas également à nous donner votre retour d'expérience, à nous dire ce que vous pensez de ce véhicule, qu'est-ce qui fait que vous l'aimez. De mon côté, je tiens encore à remercier le propriétaire de cette machine de m'avoir permis de la découvrir et d'en faire le test. C'est clairement une occasion unique. Je tiens d'ailleurs à repréciser que si je peux vous proposer un contenu aussi éclectique, c'est entièrement grâce à mes abonnés. Donc si, comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester en vidéo, eh bien je vous invite à me contacter. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si vous aimez ce genre de contenu. Je le rappelle, grâce à mes abonnés, j'en sors assez régulièrement. Je vais aller maintenant rendre cette œuvre d'art à son propriétaire. Je vous dis à bientôt et à tous. Une fois de plus, je tiens encore à remercier le propriétaire de cette voiture parce que, au-delà de me permettre de la tester, il a aussi rendu possible l'accès au lieu de tournage ici au château de Rochefort. Merci encore à lui. On pouvait difficilement trouver plus sympa comme lieu pour filmer cette magnifique voiture.